Bonjour et bienvenue. Bonjour. Si vous avez, comme beaucoup, l'impression que l'actualité cyber est de plus en plus tendue ces derniers temps, C'est une impression tout à fait justifiée. eh bien ce n'est pas qu'une impression, ça chauffe vraiment de tous les côtés. Et aujourd'hui, on va tenter de démêler tout ça. On entend beaucoup parler de frontières physiques, mais la vraie question, c'est de savoir si on n'est pas en train d'assister à la chute d'un nouveau rideau de fer. Un rideau de fer numérique, c'est exactement le sujet. Tout à fait. Pour analyser cette situation complexe, on s'appuie sur une série de sources et de rapports des 2 dernières semaines. Et cette exploration vous est présentée en partenariat avec ProWave AI. Elle est générée grâce aux capacités de Stylo News, l'application d'information qui utilise l'intelligence artificielle pour aller, justement, au fond des choses. Notre mission aujourd'hui, voyager un peu des champs de bataille numériques en Ukraine jusqu'aux salles de serveurs des grandes puissances. Pour comprendre comment cette nouvelle carte du monde est en train de se dessiner sous nos yeux. Et pour commencer ce voyage, il faut aller là où le conflit est le plus visible, le plus intense. Le front européen, avec l'Ukraine comme épicentre. C'est un peu devenu le laboratoire à ciel ouvert de la cyberguerre moderne. C'est exactement ça. On y voit des groupes de pirates pro-russes dont les noms reviennent souvent, comme Killnet ou Berejini, Oui, qui mènent des opérations d'une ampleur considérable. Je veux dire, ils ne se contentent pas de pirater un site web pour la forme. non, c'est plus profond que ça. Bien plus profond. Ils s'infiltrent dans les bases de données d'entreprises stratégiques. On parle de fabricants du secteur de la défense ou même des plus grandes compagnies d'assurance du pays. Et les données volées sont critiques, j'imagine. Critiques, oui. Des informations sur la production, des listes d'employés et parfois même la localisation d'unités des services de sécurité ukrainiens. Et j'ai lu dans les notes qu'ils utilisent une méthode particulièrement brutale, des logiciels malveillants appelés wipers. Les wipers, oui. Ça sonne assez destructeur. Et ça l'est. Il faut bien comprendre la différence. Un ransomware, un rançongiciel, ça va chiffrer vos données pour demander une rançon. C'est une prise d'otage numérique. Exactement. Un wiper, c'est beaucoup plus vicieux. Son seul et unique but est d'effacer les données, de les détruire. Sans espoir de retour. Easy pur et simple des infrastructures critiques comme l'énergie, les télécoms, l'agriculture. Le but est donc de causer un maximum de chaos pour la population civile. Précisément. Comment les gens le vivent sur place? Et surtout, est-ce qu'une aide internationale se met en place pour contrer ça? L'impact local est immédiat. Ce sont des services essentiels qui sont perturbés, des citoyens dont les données personnelles sont dans la nature. Et une angoisse qui monte. Une angoisse terrible, surtout à l'approche de l'hiver, avec la crainte d'une crise énergétique provoquée par une cyberattaque. Et la communauté internationale. Face à ça, elle s'organise. On voit des initiatives concrètes. Par exemple, les Pays-Bas ont mis 10 millions d'euros sur la table via un programme piloté par le Royaume-Uni. D'accord. Ou encore le mécanisme de Tallinn qui a débloqué plus de 60 millions d'euros, spécifiquement pour la cyberdéfense civile ukrainienne. Donc, si je comprends bien, ces attaques ne restent pas confinées à l'Ukraine. Elles débordent, elles essaiment un peu partout en Europe. C'est une véritable contagion. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment les tactiques s'adoptent à la cible. Ah oui, bien sûr. Prenez le Danemark. Juste avant des élections locales, un groupe a lancé des attaques par déni de service, les fameuses DDoS, contre des sites municipaux. L'objectif n'est pas de voler de l'argent, là. Non, le but est de créer de l'incertitude, de miner la confiance dans les institutions. En Pologne, c'est un service de prêt en ligne qui a été visé, donc on touche directement au portefeuille des gens. Et en Suisse? En Suisse, c'est encore autre chose. Une grande banque a vu s'envoler plus de 2,5 téraoctets de données clients. Une fuite massive. Massive, orchestrée par un groupe nommé Kirin. C'est intéressant, on voit des objectifs très différents. Perturbation politique ici, vol financier là, espionnage ou pression économique ailleurs. C'est une excellente analyse. Est-ce que ça signifie que ces groupes ne sont pas un monolithe, mais plutôt un écosystème d'acteurs avec des agendas propres? C'est tout à fait ça. Il y a probablement une coordination stratégique au plus haut niveau, mais sur le terrain, on a une galaxie de groupes. Avec des compétences et des motivations variées. Exactement. Certains sont des activistes idéologiques, d'autres de purs cybercriminels qui profitent du chaos pour s'enrichir. Et cette diversité rend la défense encore plus complexe. D'où les exercices de cyberdéfense. C'est pour ça que des pays comme la Lituanie organisent de grands exercices, comme Gintarine Migla 2025, avec 18 pays de l'OTAN et de l'UE, pour s'entraîner à répondre à ces menaces hybrides. Ce qui se passe en Europe met en lumière un problème plus large. Il ne s'agit pas seulement de subir des attaques, mais d'avoir la capacité de se défendre. Oui.
Et j'ai l'impression que même les pays les plus puissants sont particulièrement exposés. On pense à l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne fait face à ce qu'on pourrait appeler une double crise. D'un côté, des chiffres qui donnent le vertige. C'est-à-dire, Plus de 200 milliards d'euros de pertes liées à la cybercriminalité juste pour cette année. c'est colossal. Et de l'autre, un problème très humain, une pénurie critique d'experts en cybersécurité, surtout dans le secteur public. Donc, on peut avoir les meilleurs outils, mais s'il n'y a personne pour les opérer, Votre défense est une coquille vide. Absolument. et comment réagit le gouvernement allemand? J'ai vu passer cette mention de la directive Nice 2. Est-ce que c'est juste de la bureaucratie en plus ou est-ce que ça a un impact concret? Alors là, ça a des dents. Et des dents bien acérées. Hein? La directive Nice 2, que l'Allemagne vient d'adopter, force des milliers d'entreprises dans des secteurs critiques, énergie, transport, santé, à rehausser drastiquement leur niveau de sécurité. Mais le point le plus important, Le point le plus important, et qui nous ramène à notre idée de frontière numérique, c'est l'interdiction d'utiliser des composants critiques, logiciels ou matériels, qui viennent de pays jugés à risque. comme la Chine. C'est un acte politique et stratégique très fort. L'Europe est en train de dire « Nous allons créer un écosystème numérique de confiance ». L'Europe tente donc de construire sa forteresse numérique. Qu'en est-il de l'Asie C'est un continent de contraste, avec des géants technologiques. et des pays potentiellement plus vulnérables? Exactement. En Corée du Sud, on assiste à un jeu du chat et de la souris très tendu, avec la Corée du Nord. Avec des attaques d'une sophistication? Inédite. Ils ont réussi à prendre le contrôle à distance de smartphones pour effacer les données de transfuges, de militants. La réponse de Séoul est à la hauteur. Un projet de construire un immense pôle de sécurité informatique d'ici 2030. Et pour les autres pays? On a des situations très différentes. La Mongolie, par exemple, a une prise de conscience physique. Sa vulnérabilité, c'est qu'elle dépend d'un seul et unique câble à fibre optique. C'est un point de défaillance unique. Voilà. Et puis, il y a le Japon, qui a annoncé une nouvelle stratégie nationale sur 5 ans, axée sur ce qu'ils appellent la défense proactive. Défense proactive, ça sonne un peu comme la meilleure défense, c'est l'attaque, non? C'est un peu l'idée, oui. Il ne s'agit plus seulement d'attendre d'être attaqué et de réparer les dégâts, Mais d'aller chercher la menace. de la comprendre, de comprendre les méthodes des attaquants et potentiellement de les neutraliser avant qu'ils ne frappent. C'est une approche qu'on retrouve aux États-Unis également? Oui, on observe une approche similaire. Une intrusion a été confirmée contre le bureau du budget du Congrès, une cible très sensible. Les soupçons se portent sur un acteur étatique. Bien sûr. Et en réponse, des agences comme la CISA et la NSA ne se contentent pas d'enquêter. Elles publient des guides de sécurité extrêmement détaillés pour que tout le monde, du privé aux municipalités, puisse renforcer ses défenses. On est passé de la réaction à l'anticipation. C'est ça. D'accord? Alors jusqu'ici, on a parlé d'humains qui attaquent des systèmes défendus par d'autres humains. Mais il y a un nouvel acteur qui est en train de tout bouleverser. L'intelligence artificielle. Et là, on a une histoire assez folle qui a fait surface récemment, avec une IA nommée Claude qui a été en quelque sorte retournée contre ses créateurs. C'est un véritable tournant. La société Anthropic, qui développe cette IA, a découvert qu'un groupe de pirates liés à l'État chinois utilisait leur propre modèle pour préparer et automatiser des cyberattaques. Ils s'en servaient pour quoi exactement? Et écrire du code malveillant. Le chiffre qui frappe, c'est que l'opération était automatisée à hauteur de 80 à 90%. Attendez, 80 à 90%? Oui, C'est vertigineux. Ça veut dire qu'un seul pirate, avec l'aide d'une IA, peut lancer une campagne qui aurait nécessité toute une équipe d'experts il y a à peine un an? précisément. C'est un changement d'échelle radical. Et ce n'est que le début. On imagine bien. Les sources signalent une augmentation de 300% du trafic de bots malveillants alimentés par l'IA. Et ces bots menacent les modèles économiques en ligne? Oui, mais l'IA est une arme à double tranchant. Les attaquants l'utilisent pour créer des emails de phishing si parfaits qu'ils sont presque indétectables. Mais les défenseurs s'en servent aussi. Bien sûr, pour analyser des quantités massives de données, prédire les prochaines attaques et même automatiser la réponse à un incident. On entre donc dans une nouvelle ère, une sorte de cyberguerre augmentée par l'IA? Oui, et le consensus qui émerge, comme on l'a vu au sommet sur la cybersécurité à Hong Kong, c'est que la solution n'est pas l'IA contre l'IA. C'est la collaboration. C'est la collaboration IA-humain. L'IA peut analyser et réagir à la vitesse de la machine, mais l'intuition, la stratégie, la décision finale doit rester humaine. Si on récapitule tout ça, quels sont les développements clés qu'il va falloir surveiller dans les mois à venir? Il y a 4 points chauds. Premièrement, la mise en œuvre concrète de la directive Nice 2 en Europe. Est-ce que ça va vraiment créer cette forteresse numérique? C'est la question. Deuxièmement, la nouvelle stratégie de défense proactive du Japon. On va voir si d'autres pays s'en inspirent. Et ensuite,
Troisièmement, les enquêtes sur les grandes fuites de données, comme celle de la Abbey Bank, nous en diront plus sur les capacités réelles des attaquants. Et le dernier point, le plus important peut-être? La course effrénée entre le développement des capacités d'IA offensive et la création de contre-mesures. C'est le point central. Et en connectant tous ces points, la directive Nice 2, le Japon, les États-Unis qui renforcent leurs infrastructures, on en revient à notre question de départ. Oui. On assiste bien à la création de frontières numériques aussi réelles que les frontières physiques. La question qui reste en suspens est: quelles seront les conséquences pour ce qui fut un jour le rêve d'un Internet mondial, unique et ouvert? C'est une excellente question pour conclure. Avant de se quitter, un mot sur l'outil qui a permis de générer l'analyse d'aujourd'hui. Stylo News, c'est une application disponible sur mobile et sur le web Voilà. qui vous permet de créer vos propres bulletins d'information personnalisés, un peu comme le ferait un service de renseignement. L'application agrège des informations qui proviennent de centaines de sources traditionnelles, mais aussi de X, et ce dans plus de 20 langues. Et son intelligence artificielle vous permet de faire des recherches, d'analyser des tendances, d'identifier les acteurs clés et de comprendre des situations complexes en quelques secondes. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir leur propre outil d'analyse de l'actualité mondiale, on vous invite à vous abonner à Stylo News sur le site www.stylonews.com. Voilà. Un grand merci à notre audience pour son écoute. Si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir creuser, n'hésitez pas à nous les suggérer. Et pour ne rien manquer, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt! À bientôt!